Tout d'abord, pour commencer, une brève introduction pour rappeler que la FCPE, Fédération des conseils des parents d'élèves, est la première fédération sur le plan national majoritaire, avec 330 000 familles représentantes adhérentes, qu'elle est également majoritaire à Paris, avec 8 000 familles adhérentes, et qu'elle est tout à fait représentative, puisque nous disposons, mais ça ne parle peut-être pas à tout le monde, puisqu'il y a dans ce public moitié peut-être d'adhérents de Paris et moitié de parents parisiens non adhérents. Nous sommes partie prenante du CDEN, qui est donc le Conseil départemental de l'éducation nationale, très largement majoritaire, puisque nous avons 6 sièges sur 7, 6 sièges pour la FCPE, un siège pour l'autre fédération, la PEP. Pourquoi ce débat aujourd'hui à l'initiative de la FCPE Paris? Parce que nous avons souhaité porter, questionner, interpeller les candidats sur leur projet d'avenir pour la prochaine mandature à Paris et dépasser les enjeux qui, on peut le dire, je le dis, je n'ai pas peur de le dire, ont été quasi obsessionnels cette dernière année scolaire, sur l'aménagement des rythmes éducatifs. Il ne s'agit donc pas aujourd'hui de faire un bilan ni une critique acerbe ou pas d'ailleurs de l'aménagement des rythmes éducatifs à Paris, mais bien de parler enfin des problèmes d'éducation, à savoir l'aménagement des zones d'éducation prioritaire à Paris, l'architecture scolaire, le sport scolaire, le climat scolaire, l'accueil des enfants porteurs de handicap et toutes ces questions-là. Notre seul objectif, l'enjeu de cette réunion, soyons clairs, c'est l'intérêt des élèves et ce n'est pas ni un intérêt politicien ni un intérêt électoraliste, évidemment. Je le dis parce que vous aurez en face de vous une succession de candidats qui ne seront pas forcément dans la même optique, mais je m'autoriserai à leur rappeler à chaque fois. Voilà. Je vais donc maintenant laisser la parole à Marie-Caroline Missire, donc journaliste de l'Express, qui va vous présenter la manière dont va se dérouler l'après-midi. Vous avez compris que ça ne sera pas un débat, et ça a son importance. Pourquoi pas un débat? Justement, comme vous l'avez dit, pour permettre de faire émerger les propositions, les projets des différents candidats, et vous permettre surtout de les interroger. Alors, sur la réforme d'Éric, vous parlez beaucoup, et puis c'est sur d'autres points aussi, de la commission éducative d'arrondissement. Vous lui donnez de nombreuses prérogatives dans votre projet. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que cette commission? Et puis, est-ce que c'est pas, vous prenez pas le risque de créer une nouvelle instance et du coup de brouiller une carte qui est déjà complexe dans les différents dispositifs existants? Les textes réglementaires permettent à la ville de Paris de mettre en place un projet éducatif du territoire, chose qu'elle a faite, puisqu'il y a eu la signature de ce PEDT donc en septembre dernier, notamment avec la CAF de Paris, mais aussi avec le rectorat. Sauf qu'aujourd'hui, ce projet éducatif de territoire, il n'est pas décliné au niveau des arrondissements. Donc ce que nous souhaitons, c'est qu'on puisse avoir une déclinaison au niveau de l'arrondissement, de manière à ce que l'on ait la réunion de l'ensemble de la communauté éducative au niveau de chacun des 20 arrondissements de Paris, même si, évidemment, il faut aussi garder la question de l'unité parisienne et de la question de la réflexion sur la mise en place de ce projet éducatif de territoire au niveau du territoire parisien. Simplement, Paris, c'est 2 300 000 habitants. Il y a certains arrondissements qui représentent en moyenne à peu près 150 000 à 200 000 habitants, ce qui est le nombre d'habitants d'une ville moyenne. Et donc, on peut aussi descendre au niveau de l'arrondissement et organiser donc ce projet éducatif de territoire au niveau de l'arrondissement. Alors on a appelé ça des commissions éducatives locales, donc c'est plutôt, on va dire, la déclinaison du projet éducatif de territoire au niveau de l'arrondissement. J'ai relevé un point sur lequel je voulais vous interroger, il y a une question de la salle qui est sur ce point aussi. Dans votre projet, c'est sur la carte scolaire, sur la sectorisation. Vous proposez que soit maintenue la faculté pour les familles de choisir le collège de leurs enfants, même si le principe d'affectation sur le lieu de résidence doit demeurer. Je dois avouer que sur ce point précis, on aimerait des précisions, puisqu'on ne voit pas très bien comment vous faites pour concilier ces deux obligations. Moi, c'est la situation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous recevez une affectation de principe et vous avez la faculté de demander une dérogation par rapport à cette affectation de principe. C'est le système actuel. Donc, je voudrais dire là-dessus quelque chose. Le système, justement. Je voudrais dire là-dessus quelque chose de très précis. Le problème du système actuel, c'est pas de modifier la question des dérogations, de la sectorisation, c'est de faire en sorte qu'aucun établissement ne soit un établissement
finalement d'exclusion. Parce que c'est ça la réalité. Moi j'aimerais qu'on pose la question à tous ces beaux esprits, et notamment à tous les conseillers de Paris, la majorité sortante, et de l'autre d'ailleurs, de savoir où sont leurs enfants, et s'ils ont demandé une dérogation. Est-ce que leurs enfants sont dans le public ou dans le privé? Est-ce qu'ils ont été demandeurs d'une dérogation? On tomberait sur des choses intéressantes. On tomberait sur des choses intéressantes, parce que la réalité d'aujourd'hui, je finis ma réponse si vous voulez bien, la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des établissements qui étaient assez mixtes socialement, et donc dans lesquels se faisait un processus d'intégration, et qui aujourd'hui sont des établissements qui n'accueillent plus que ceux qui n'ont pas le choix. Et tant qu'il y aura la possibilité d'autre chose, c'est-à-dire de se désectoriser en allant dans le privé, il y aura des parents, y compris des parents qui ont peu de moyens, pour désectoriser leurs enfants. Donc le problème, c'est de faire en sorte que tous les établissements aient la qualité et que l'égalité des chances soit vraiment respectée. Réflexion engagée par le ministre sur la refonte des zones d'éducation prioritaire. À la rentrée 2014, donc 300 zones d'éducation prioritaire sont revues. Une seule pour Paris, le collège Georges Duhamel, beaucoup plus à la rentrée 2014. Dans l'idée que le ministère de l'Éducation nationale ne revoit pas forcément à l'identique, ni même de façon extensive, les collèges à Paris qui nécessitent d'être classés en éducation prioritaire. Imaginez-vous que le Conseil général puisse, alors je vais vous faire sauter au plafond, mais moi aussi je pourrais sauter, pallier ou substituer la carence de l'État s'il y avait carence. Ou de quelle manière réfléchissez-vous à cet aspect de la situation où on sait qu'il y a des collèges à Paris qui sont très fragilisés? Oui, c'est toujours un sujet délicat parce que ça se pose dans plein de domaines. C'est-à-dire que de plus en plus l'État se désengage et on somme les départements et les municipalités de se substituer au rôle de l'État. Et c'est très délicat parce qu'on est face à une responsabilité. Est-ce qu'on refuse cette substitution qui n'est pas en soi une solution à terme, puisqu'en plus il y a la baisse des dotations généralement qui vont dans le même sens? Je pense que le problème c'est qu'on ne pense pas les rapports de force tels qu'il faut le faire. C'est-à-dire qu'on se cantonne souvent de vœux en Conseil de Paris pour montrer que si on s'en est préoccupé, mais on ne cherche pas à mobiliser l'ensemble des acteurs concernés, donc là pour le coup les parents, les enseignants et l'ensemble des intervenants dans l'éducation nationale pour interpeller les parlementaires. Et je pense qu'il faut assurer d'avoir un rapport à la politique où le rôle de l'élu n'est pas simplement de prendre les bonnes décisions et de se substituer à l'État, mais c'est de permettre au peuple de les prendre. Et donc permettre au peuple de prendre les bonnes décisions, eh bien c'est assumer par exemple qu'on organise des débats dans l'ensemble des arrondissements, en passant par exemple par le biais des conseils de quartier pour dire est-ce qu'on est d'accord avec cette nouvelle carte justement des zones d'éducation prioritaire. Et ce sera le même problème d'ailleurs avec la politique de la ville et les quartiers qui seront considérés comme politique de la ville, où on s'attend à des coupes très dures. Et donc vous imaginez comment les choses se surajoutent. Vous avez un collège qui ne rentre plus dans une zone d'éducation prioritaire. Donc les conditions d'apprentissage s'y dégradent, le tout dans un quartier qui ne devient plus quartier politique de la ville et où les structures associatives, centres sociaux, les clubs de prévention, l'ensemble des moyens qui sont dispatchés, qui permettent de compléter les difficultés de l'école, parce que c'est pas à l'école de résoudre l'ensemble des problèmes de la société, mais quand vous avez un quartier où les conditions sociales se dégradent, c'est l'école qui va le subir. Donc est-ce que simplement on se dit la ville va se substituer à tout ça? J'ai dit à un moment donné, c'est une vie sans fin. Quels engagements prenez-vous clairement pour que dès le plus tôt possible, dès la rentrée prochaine, septembre 2014, les enfants aient le même contenu d'assiette équilibré dans tous les arrondissements? Je ne parle pas du bio, je pense que vous avez envie de me parler du bio, mais ce n'est pas ce que j'ai envie de vous demander, même si c'est aussi une question intéressante. Bon, je vais donc vous parler du bio, non, je plaisante. Mais nos candidats ont pris une initiative très intéressante sur le bio, je vous y renvoie, mais je ne parlerai pas de ça. D'abord, merci d'avoir mentionné la tarification unique. Elle répond du même objectif, c'est-à-dire d'avoir une politique uniforme sur Paris. Et ce n'est pas parce que nous sommes nés, plutôt nous sommes dans un établissement scolaire, une cantine du 18e, du 20e, du 13e, du 16e, que nous n'avons pas le droit à la fois aux mêmes critères d'accès à la cantine, notamment en termes de tarifs. C'est la raison pour laquelle, comme dans la plupart de notre politique sociale d'établissement public, nous mettons en place une politique tarifaire avec des quotients familiaux, qui permet que les inégalités d'accès à des services publics soient égalitaires, tout simplement. Et puis par ailleurs, c'est ce qui a permis, s'il y a une particularité, ce que vous avez cité, il se trouve que les cantines scolaires relèvent d'une caisse des écoles par arrondissement et donc de la politique d'abord d'un maire d'arrondissement.
Il faut que dans la contractualisation entre la mairie de Paris, c'est-à-dire qui finance une bonne partie, et les maires d'arrondissement, nous savons le faire d'ailleurs dans d'autres types d'équipements publics décentralisés. Il peut tout à fait y avoir une responsabilité locale forte, en l'occurrence là c'est les maires d'arrondissement, et en même temps une doctrine et des contraintes venant de la mairie centrale très importantes. Nous vous remercions d'être venus nombreux à cette réunion. Je tiens à remercier tout particulièrement les administrateurs FCBE qui sont, je vous le rappelle, des parents bénévoles. Bonsoir. Et merci évidemment à Marie-Caroline Missire. Excusez-moi, je suis très mal élève.